Ooh, open it out. Ooh, I'm opening out. Ooh, open it out. Ooh, I'm leaving the ground. Ooh, open it out. Ooh, I'm opening out. Ooh, open it out. Ooh, I'm leaving the ground. Dimanche, 17h. Je suis assis dans ma voiture en direction de Quimper. À l'arrière, mon fils de 7 ans et demi. Je le ramène chez sa mère. Depuis les 30 minutes qui nous séparent de Rennes, il est resté silencieux. La musique donne, une musique que j'aime, lui un peu moins. Et tout à coup, il rompt son silence. Dis papa, est-ce que tu as trouvé un mari ? Hein ? Quoi ? Tu peux répéter ? Ben oui. Est-ce que tu as trouvé un mari ? Mais c'est quoi un mari pour toi ? Un garçon qui t'aime et que tu aimes ? Ok. Il a tout pigé le gamin. Ben non. J'ai pas trouvé de mari. Tu sais, ça se trouve pas dans les rayons d'un supermarché ? Encore que, moi ça m'aiderait bien. Hein. Mais non. J'ai pas trouvé de mari. Tu as d'autres questions ? Non. Je me présente. Ronan, 45 ans, père d'un fils de bientôt 18 ans. Je suis blanc, français, breton, celte même. Certains de mes amis disent que je suis un véritable bloc de granit, un mur, et qu'il n'est pas facile de savoir qui je suis. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous aider à gratter un peu de ce mur. Je suis photographe, amateur, fan de musique et de cinéma. J'aime la cuisine, amateur de rhum et petit artisan de rhum arrangé. Je suis éducateur populaire, animateur de métier. Je suis athée et je suis homosexuel. Ça, c'est un truc. Mais ça n'est pas le truc. C'est une chose parmi d'autres. Mais surtout, je ne veux plus que ce soit la chose qui me détermine. Mais ça, c'est ici et maintenant. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, je me souviens pas à quel moment je me suis dit que j'étais homosexuel. Je me souviens pas d'un événement qui m'ait fait dire « Mais t'es homo, Ronan ?» Non. Au collège, en 6e, les garçons parlaient beaucoup des filles. Ah, je les écoutais, sans rien dire. Et puis un jour, Franck, le plus grand, le plus mature de la classe, vient me voir. « Ça t'intéresse pas encore ?» Non, pas encore. En fait, je peux bien vous avouer, mais Franck, c'était un peu mon premier béguin. Ouais, je le trouvais super beau, mais forcément, il n'en a jamais rien su et il ne s'est jamais rien passé. Alors, au fur et à mesure, j'ai bien compris que je regardais plutôt les garçons que les filles. Mais comme je n'avais pas de mots pour nommer les choses, je pensais que ça n'était qu'une passade, que j'allais changer. Il faut dire que dans ma famille, on parlait pas de sexualité, encore moins d'homosexualité. Et puis je pouvais pas non plus compter sur les cours de biologie, enfin sciences naturelles à l'époque, pour nommer les choses. Alors vraiment, je pensais que ça n'était qu'un passage et que j'allais changer.
Mais les mois, les années sont passées, les désirs sont restés. Alors bien sûr, des filles ont commencé à s'intéresser à moi. Moi, je me suis intéressé à elles. Mais c'était plus pour donner le change. Pour me donner le change. Je les embrassais, mais je n'éprouvais aucun plaisir. Et puis, surtout, j'avais une peur panique d'arriver à l'acte sexuel. Ben oui. J'avais peur de ne pas réussir à bander et de me faire découvrir. Alors, j'évitais tous ces moments d'intimité un petit peu trop prolongés. À 17 ans, j'allais souvent en train à Brest. Parce qu'à 20 km de là, dans ma petite ville, j'ai tout fait. Alors pour moi, Brest, c'était la grande respiration. Et puis un jour, en sortant de la gare, je croise le regard d'un garçon de mon âge. Waouh! Plutôt mignon. Je décide de le suivre. Et là, à l'entrée d'un parc, il me propose d'aller dans un coin tranquille. Ce sera une première fois bien sage, mais surtout ce sera ma première fois. Et pourtant, ce n'est pas ça qui va me permettre de me découvrir une sexualité épanouie. Non. En vérité, je vais vivre une véritable double vie. Une vie sociale, pour les autres, et une autre, pour moi et mes désirs. Entre les deux, une cloison bien étanche. Il me fallait faire le silence sur ce que j'étais parce que j'en avais honte. J'avais honte de moi. Et surtout, j'avais peur du regard des autres, de ce qu'ils diraient s'ils savaient. Alors, il me fallait taire cette part de moi. J'ai vécu l'expérience du placard comme nombre d'homosexuels enferment leur sexualité secrète. C'est un exil, une prison intérieure. François Dubé, c'est un sociologue français, dit que cette prison, c'est l'intériorisation totale du stigmate qui menace les homosexuels. Imaginez, le corps est libre, mais la pensée est emprisonnée. Une prison que je me suis créée pour éviter le regard des autres. Alors, j'étais tout le temps dans le contrôle. Ce que je disais, ce que je faisais, mes regards, mes attirances pour quelqu'un. Il ne fallait pas trop regarder pour n'éveiller aucun soupçon. Et donc, je vivais tout le temps dans une double vie. Une vie sociale, le jour, et une autre, dans l'obscurité de la nuit. Et entre les deux, toujours cloisonné. Et quand bien même, je croisais le jour un garçon que j'avais connu la nuit, je détournais le regard, faisais semblant de ne pas le connaître. La peur chevillée au ventre qu'il me reconnaisse, me dénonce ou me trahisse. À force de ne pas vouloir se trahir, à force de vouloir donner le change, je me suis enfermé dans mon secret. Le placard engage dans une chaîne de mensonges, toujours de plus en plus complexes. Des mensonges qui ne cessent de se lier et justement qui ne tiennent que parce qu'ils sont rivés les uns aux autres. Erving Goffman, un sociologue canadien,
dit qu'il faut être hostile à ce que l'on est afin de pouvoir donner le change et ainsi espérer peut-être pouvoir changer sa nature profonde. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Dans les années 70 et les années 80, les années de mon enfance, de mon adolescence, on ne parlait pas d'homosexualité. Moi, je ne connaissais même pas ce mot. Et puis, je ne connaissais ni de gens connus, ni de stars qui s'étaient déclarés. Il faut dire que jusqu'en juillet 1981, il existait un groupe de contrôle des homosexuels à la préfecture de police et un fichage des homos. Juillet 1982, la France dépénalise l'homosexualité. Mais il faut attendre 1990 pour que l'Organisation mondiale de la santé enlève l'homosexualité des maladies mentales. À la différence d'autres discriminations telles le racisme ou l'antisémitisme, l'homophobie est un sentiment complexe qui renvoie à la construction de l'identité. Au départ, les nourrissons baignent dans un état de neutralité, entourés d'éléments masculins ou féminins. Petit à petit, au prix d'un cheminement difficile, ils vont se reconnaître dans une identité sexuée, garçon ou fille. Le petit garçon, au fur et à mesure, va se construire dans le rejet du féminin. Ils intègrent alors les normes sociétales hétéronormées. Ce qui est fort, pénétrant, actif, dominant et masculin dit le sexe fort. Ce qui est doux, pénétré, passif, dominé et féminin dit le sexe faible. La société range petits garçons et petites filles dans des cases selon des stéréotypes souvent caricaturaux. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Petite voiture pour les gars, poupée pour les filles. Atelier bricolage pour les garçons, dinette et aspirateur pour les petites filles. Alors moi, comme vous le voyez, j'ai toujours aimé le bleu. Et en plus, j'aimais les petites voitures. Je me dis que ma situation aurait pu être pire. À la puberté, les angoisses ressurgissent plus ou moins violemment. Il ne s'agit plus alors de construire son identité, mais son orientation sexuelle. L'adolescent qui découvre son corps en plein changement et qui peut aussi avoir peur de la sexualité va se rassurer dans un hyperconformisme caractéristique de cet âge. L'homophobie peut alors devenir centrale, peut-être même plus chez les garçons que chez les filles. L'homophobie devient un code de conduite permettant de maintenir le jeune adolescent dans le bon chemin de la virilité hétérosexuelle. Et pour celui qui se découvre différent, la honte de soi et la peur d'être découvert enfoncent le jeune adolescent dans une solitude et une souffrance immense. Jean-Paul Sartre, auteur français, la plupart doivent connaître Jean-Paul Sartre, dit que comme le stigmatisé a peur et qu'il adhère au moins partiellement aux normes de la normalité, il est écrasé par la honte et par le déni de cette honte, par la honte d'avoir honte. Moi, comme je n'avais pas de référence proche, je me sentais anormal. J'étais renfermé sur moi, je m'exprimais peu, en tout cas verbalement, parce qu'à l'intérieur, ça bouillonnait.
Je me souviens très très jeune avoir ressenti l'expérience des stigmatisations ou des discriminations. Devant chez moi, il y avait un grand garage automobile et un grand mur d'enceinte blanc. Un matin, en ouvrant mes volets, je découvre sur ce mur un « Casse-toi, sale Porthos ». Noël de la même année. Réunion de famille chez les grands-parents maternels. Tout le monde est là. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Mon plus jeune oncle vient d'arriver, avec sa nouvelle compagne issue d'un premier mariage. Et sa fille, justement, issue d'un premier mariage. Et là, elle est immédiatement moquée par un de mes oncles, un peu relou celui-là. Et simplement parce qu'elle porte un appareil dentaire. Immédiatement, elle quitte la pièce dans les 30 secondes qui suivent. Ouais. Moi, de la part de mes parents, je peux rien dire. J'ai été aimé. Et je peux même dire que je n'ai jamais entendu dans leur bouche une quelconque parole discriminante à mon égard ou à l'égard de quiconque. L'éducation que j'ai eue de la part de mes parents m'a permis de rapidement devenir autonome et de m'assumer en tant que sujet. Mais cette éducation m'a aussi permis de vivre ma vie dans mon coin et de me renfermer sur moi. Ceci est un Minitel. Alors, s'il y a des plus jeunes dans la salle, c'est un peu l'ancêtre d'Internet, mais en moins rapide. Ouais. Faut savoir que c'est une technologie française qui a commencé vers la fin des années 70, début 80. Même de Lannion. On m'a dit ça dans la conf juste avant. C'est à Lannion que ça a été créé par Alcatel. Tout le monde nous l'enviait. Ou presque. Faut savoir que quand on appuyait sur le bouton marche, il fallait commencer par attendre. Là, on pouvait indiquer la page que l'on voulait atteindre. Et là, il fallait attendre. Attendre. La page s'affichait ligne par ligne et pouvait mettre jusqu'à 6 minutes avant de s'afficher intégralement. Alors, oui, il fallait être patient. Eh bien, ce Minitel a été l'objet de ma rencontre avec un jeune homme de 25 ans. Je l'ai invité à venir chez moi un dimanche après-midi que j'étais seul. Et là, dans ma chambre, il a pris les commandes de notre relation. Tu ne dois plus jamais refaire ça comme ça, sans gel et sans capote. Plus jamais refaire ça comme ça. Par ces mots, par cette phrase, il m'a humilié. Il m'a rendu coupable d'un acte qu'il avait eu à mon encontre. Immédiatement, il a pris ses affaires et il est parti. Et moi, je suis resté prostré là, pendant de longues minutes, avant d'aller prendre une douche, très longue, elle aussi, à essayer de calmer la douleur tant physique que morale. Ça a cicatrisé tout seul. Les semaines, les mois sont passés. 10 ans. 10 ans avant de reparler de ce qui s'était passé là. 10 ans avant de nommer les choses et de comprendre qu'il avait abusé de ma naïveté et qu'il m'avait violé. Dès lors, j'ai plutôt vécu ma sexualité par pulsion plutôt que par recherche de plaisir sexuel. Ouais. L'arrivée à la fac m'a permis d'avoir du temps pour traîner dans des coins de drague, souvent glauques et sombres. La peur chevillée au ventre
que je rencontre quelqu'un que je connaisse. Ou des casseurs de PD. Alors, l'œil aux aguets, tu te tiens prêt à partir. D'ailleurs, tu anticipes et tu gardes ta voiture dans le bon sens pour pouvoir détaler le plus vite possible. Inutile de dire que dans ces conditions-là, tu n'imagines pas tomber amoureux. Non. Pourtant, avec le recul, je pense que ça aurait pu être le cas avec 2 ou 3 gars. Mais bon, je n'étais pas du tout dans cette logique-là. Si petit à petit j'avais réussi à me dire homosexuel, je ne pouvais pas me comparer à ces folles de la Gay Pride. Ouais, je savais trop ce que les gens en disaient. Des anormaux à la sexualité déviante et affriolante. Alors non, je pouvais pas. Et pourtant, en même temps, je jalousais ces hommes et ces femmes qui s'assumaient pleinement alors que moi j'en étais bien incapable. Et cela m'enfonçait encore un peu plus dans la honte. Ce poids, cette honte, s'enquiste en haine de soi, paralysante. On a parfois tendance à se sortir inférieur, à se mésestimer, à se mépriser. Moi, il y avait un terreau fertile. Toujours sous contrôle, j'avais une forte tendance à m'auto-analyser de façon quasi permanente. Je n'étais jamais tranquille, jamais serein et surtout je ne pouvais en parler avec personne. Ce poids sur l'individu, cette honte, peut expliquer le taux de suicide particulièrement élevé chez les jeunes homosexuels, qu'ils soient garçons ou filles. Chez les adolescents garçons, le risque de suicide est de 4 à 7 fois supérieur aux ados hétéros. Chez les filles, ce risque est de 40%. Un jeune gay sur 3 qui ont des idées suicidaires passe à l'acte, alors que ce ratio est de 1 pour 34 chez les hétérosexuels. En France, un adolescent se suicide toutes les 48 ou 72 heures en raison de son orientation sexuelle. Et cela représente à peu près 180 suicides par an. Tyler Clementi, 18 ans, en octobre 2010, s'est jeté d'un pont parce qu'il venait d'être filmé en train de faire l'amour avec son petit ami. Son camarade de chambre s'est amusé à faire circuler l'info et la vidéo sur les réseaux sociaux. Stuart Walker, 28 ans, en octobre 2011, est tabassé, étranglé puis brûlé vif avant d'être exhibé attaché à un lampadaire dans une rue. Son agresseur et meurtrier de 19 ans venait d'avoir des relations sexuelles avec lui, mais il est entré dans une rage folle parce qu'il n'assumait pas cette homosexualité en lui. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas vécu ça. Faut dire qu'avec cette homophobie ambiante, il faut apprendre à laisser couler. C'est une condition indispensable pour vivre avec la haine de soi ou la colère destructrice. Laisser couler. D'ailleurs, est-ce que j'ai le souvenir d'une insulte proférée directement à mon encontre? Non. Non, je crois pas. Bien sûr, on entend des PD salgouines à tour de bras, mais est-ce que c'est toujours méchant? Et pas me sentir agressé, blessé à chaque fois que j'entends le mot PD. J'aurais pas fini sinon.
Et pourtant, l'insulte marque la conscience. Parce qu'elle me fait savoir à moi que je ne suis pas comme les autres, que je ne suis pas dans la norme. Un jour, dans la voiture avec mon fils, parce qu'il faut que je vous dise que c'est souvent dans la voiture qu'on a des grandes conversations avec mon fils. On m'a dit que c'était souvent le cas d'ailleurs avec les enfants. Et ce jour-là, je sentais qu'il n'allait pas très bien. On t'a dit quelque chose ou on t'a insulté? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Des PD et des trucs comme ça. Ok. Et tu sais ce que ça veut dire, PD? Non, mais je sais bien que c'était pas dit gentiment parce que vu comment c'était dit. Ok. Et tu veux savoir ce que ça veut dire? Ben oui. Tu sais ce que c'est homosexuel? Ouais, c'est comme toi et Fred. Eh ben, PD, c'est un peu la même chose. Sauf qu'en général, c'est dit méchamment. Et tu sais, je pense que le garçon qui t'a dit ça, lui non plus, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, peut-être que tu pourrais lui dire que toi, ton père, il t'a expliqué, et que tu penses que lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, il devrait peut-être demander à son père ou à sa mère de lui expliquer, et en attendant, il revient pas t'embêter. En fait, je voulais lui donner du pouvoir sur les mots, lui faire comprendre l'injure. Didier Ribon, c'est un autre sociologue français, dit que l'insulte est un verdict, une sentence quasi définitive, une condamnation à perpétuité. Parce que l'insulte n'est pas seulement une parole qui me décrit, qui dit ce que je suis. Non. L'insulte me fait savoir que la personne qui la profère a prise sur moi, qu'elle a du pouvoir sur moi. Et ce pouvoir, il est d'abord de marquer tout mon corps et tout mon être de la honte. Et c'est un peu comme si cette honte était transmise aux enfants, aux adolescents, alors qu'ils ne sont pas a priori eux-mêmes concernés. En fait, je peux vous dire que c'est une véritable souffrance pour moi de savoir que mon fils a eu à subir et a toujours à subir cette homophobie parce que son père est homosexuel. Mon coming out ou sortie du placard s'est fait en plusieurs étapes. Il s'est passé près de 10 ans entre le début et la fin de ce processus. 10 ans. Un temps relativement long et pourtant indispensable. Ben oui, parce que faire son coming out, c'est d'abord faire face à soi. Et puis c'est faire face aux autres, entre le rejet ou l'acceptation. En fait, il faut comprendre, mais faire son coming out, on le pense comme ça, c'est d'abord blesser ceux que l'on aime. Moi, j'ai commencé par une amie très proche et 2 copains en qui j'avais confiance. Bon, le premier n'a pas vraiment bien réagi. Non, c'est plutôt son éducation religieuse qui a parlé pour lui. Mais alors, tu ne pourras plus jamais travailler avec des enfants? Oh! Lui confond homosexualité et pédophilie, ça va pas ou quoi? Bon, après une bonne nuit de sommeil, il est revenu me voir, il s'est excusé, et ça s'est bien passé. Pour les 2 autres, pas de problème. Et puis, fait tout à fait original dans mon histoire de vie, j'ai rencontré une jolie brune qui a attiré mon attention.
Bon, en vérité, elle m'a rencontré 1 an auparavant. Mais comme moi, je sortais d'une grosse, mais alors vraiment une grosse soirée. Alors moi, je l'ai rencontrée l'été d'après, en 94. Je me souviens de tous les détails de ce week-end-là. Je la revois virevolter dans sa petite robe bleu marine avec des fleurs blanches. On est tombé amoureux quasiment tout de suite. Bon, faut dire que la première année est restée platonique. Bah oui, j'avais toujours mes peurs de ne pas y arriver et de me faire découvrir, alors il ne s'est rien passé. Puis comme elle n'était pas heureuse, je lui ai expliqué qu'avant j'étais avec des garçons et qu'elle était la première fille. Elle a accepté. Nous avons appris à nous faire l'amour et notre relation a duré 10 ans. 10 ans d'une relation étonnante, 10 ans de haut et de bas, mais 10 ans dont est issu notre fils. Et je peux vous dire que je ne regrette absolument rien. Mais comme le dit l'expression « chasser le naturel, il revient au galop », je tombais amoureux de jeunes hommes de mon entourage et en plus, c'est elle qui s'en apercevait en premier. Alors ça, c'est pas bon du tout. Alors comme elle n'était pas heureuse, comme je n'étais pas épanoui, elle a décidé de notre séparation, par amour, pour que nous vivions mieux, elle et moi. Elle a eu cette force de caractère et je l'en remercie vivement. Mais comme rien ne laissait présager de notre séparation, tout le monde a été surpris. Ouais. Ma mère en premier. Elle a tout fait pour savoir pourquoi on s'était séparés. Persévérante, elle a fini par savoir. Mais comme moi, je n'étais pas prêt, eh bien, j'ai attendu 1 an avant de parler à mes parents. Et c'est chez eux, à la campagne, qu'ils m'ont demandé si je pensais me remettre en couple un jour. Là, j'ai regardé ma mère et j'ai vu dans son regard qu'elle savait ce que j'allais dire. J'ai regardé mon père. Eh ben, si je me remets en couple, ce ne sera pas avec une femme, mais avec un homme. Et mon père de dire, bah, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois heureux. Vous pouvez pas savoir le bien fou que ça fait de se sentir aimé et accepté par ses parents. Faut vous expliquer que j'ai appris quelque temps plus tard que ma mère s'était longtemps culpabilisée. Qu'elle se demandait ce que j'avais fait pour que je sois ainsi. Et puis elle a cherché à se renseigner, elle a cherché à comprendre, enfin, à me comprendre. D'ailleurs, quelque temps plus tard, elle prenait la défense des homosexuels suite à une blague vaseuse d'un de mes oncles. Encore lui, le relou, vous savez. Là, moi, j'étais scotché par sa réponse. Nos regards se sont croisés. Ben, c'est vrai, quoi. Alors, avec les autres amis, ça s'est plutôt très très bien passé. Avec humour le plus souvent. Bon, il y en a qu'un qui ne pouvait pas comprendre. Ben non, j'ai un oncle qui l'est et je peux pas. Je peux pas.
Non, je peux pas. Bon. Moi, ce jour-là, je me suis pas senti blessé ou agressé. Non. Mais notre relation s'est juste arrêtée ce jour-là. Et puis, je vais vous parler de 2 personnes magnifiques. Elles vivaient à l'époque en colocation et c'est chez elles, à Monterfil, que je me suis senti être moi, entier et indivisible pour la première fois. C'est aussi avec elles que j'ai mis des mots sur des bouts de mon histoire de vie, comme ce mot viol. Et puis, ensemble, on a parlé ouvertement de sexe, barrer la route au tabou. Ça a imprimé quelque chose de très très fort dans ma vie. Et là aussi, je les en remercie vivement. Dernière étape. Ne pas cacher qui je suis à mon propre fils. Avec sa mère, on s'était dit que c'était à lui de donner le rythme et qu'il ne fallait pas anticiper ses questions. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre au fait qu'il ne sache pas qui est réellement son père. Et puis surtout, je ne voulais pas qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre. Alors, quand j'ai trouvé les mots pour lui dire, des mots d'enfant, quand j'ai pensé qu'il pourrait les comprendre, je lui ai expliqué. Et 1 an plus tard, il me demandait si j'avais trouvé un mari. Ça grandit vite, les gamins. Le coming out forcé peut devenir une arme, un objet de pression, de domination. Rennes, 2008. Je suis en contact avec un gars par Internet. Ouais, j'ai quand même un peu évolué depuis le Minitel. Hein. Ouf. Comme je refuse de rencontrer ce gars, il décide de me menacer en disant qu'il va me dénoncer sur ma boîte aux lettres. Alors là, immédiatement, moi, j'imagine le mot PD inscrit au marqueur indélébile. Bon, je décide de ne pas céder, je le supprime de mes contacts et je vérifie une fois de plus que les paroles ne sont pas toujours suivies des actes. Mais de la même année, je vis un conflit du travail et j'ai constaté par écrit depuis près de 6 mois des manquements professionnels de la part d'un des salariés sous ma responsabilité. Immédiatement, il prend rendez-vous avec notre directeur. Et là, il profère des accusations à mon encontre. Je lui aurais fait des avances sous-entendues par SMS. Le conflit du travail entre un employeur et son salarié vient de se transformer en des attaques personnelles et des propos ouvertement homophobes. Les agressions physiques ne sont pas rares non plus. Lorient, un soir d'été, je rentre d'une soirée chez mon petit ami du moment. Et là, en passant à côté du stade de foot, le Moustoir, je décide de m'arrêter pour assouvir un besoin naturel pressant. Enfin, pisser, quoi. Là, au moment de repartir, j'entends un type débouler du terrain de basket qui surplombe l'allée dans laquelle je me trouve. « Barre-toi vite !» Là, il est suivi par 3 types. « On va casser du PD !» Immédiatement, je me dis qu'il me reste une centaine de mètres à faire avant d'arriver à ma voiture. Inutile de dire que je n'ai pas le temps. Je pars en courant. 2 des types me suivent. Et là, mais je peux te jurer
que ce jour-là, j'ai battu le record de sprint du Usain Bolt. Il me croit pas. Bon, t'as un peu raison parce que, en fait, ils avaient un peu bu et étaient moins agiles que moi. Donc j'ai réussi à les semer, mais au bout de 2 kilomètres à peu près. Et là, en plein centre-ville de Lorient, j'ai appelé mon petit ami pour tout lui raconter et surtout lui demander de venir m'aider à récupérer la voiture au cas où il traîne autour. 1h30 après, j'étais enfin chez moi, enfin sauf et enfin serein. Il m'a fallu vraiment du temps pour m'assumer tel que je suis. Et la rencontre avec un jeune homme doux et attentionné m'a permis de me découvrir une sexualité épanouie. Mais quand je regarde derrière moi, je suis assez fier et assez heureux du trajet que j'ai accompli. I can't change, even if I try, even if I wanted to. I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, my love, my love, it keeps me warm, it keeps me warm, it keeps me warm. Mm-hmm. It keeps me warm, it keeps me warm, it keeps me warm. My love, my love, my love. Mais il est peut-être temps de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire cette conférence gesticulée. Et pourquoi ce titre, quelque peu provocateur. Tu ne seras pas une pédale, mon fils. En fait, il y a 3 raisons à cela. La première raison. Depuis de nombreuses années, j'ai eu à subir cette homophobie latente. Et il y a des chances pour que j'en ai à subir encore quelques désagréments. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux pas que mon fils ait à subir ça parce que son père est homosexuel, ou parce qu'il pourrait l'être aussi. Mais si tant est que ce soit le cas, et je ne le lui souhaite pas tant le chemin est difficile, je lui éviter certaines étapes. Et il en est une chez tous les adolescents et chez toutes les adolescentes. Chez les garçons, c'est... Tu as une petite copine ? Chez les filles, allez, t'as bien un petit copain, non ? Au regard de ces phrases, qui sont assez intrusives, on ne se dit jamais qu'un garçon peut tout aussi bien aimer une fille ou un autre garçon, et que ça ne pose aucun problème. Sache, fils, que si c'est ton cas, sois heureux, c'est le principal. La deuxième raison, c'est cette image. Elle trônait sur le site internet des jeunes UMP du sud de la France pendant les semaines de débat sur le mariage pour tous. Le jeune homme, la corde au cou, semble au bord du suicide. Quand bien même cette image était censée illustrer un article en faveur de l'égalité, donc en faveur du mariage homosexuel, cette image, cette phrase, cet acte était d'une violence inouïe. Et c'est ce qui m'a fait réagir. En fait, il faut que je vous dise que
Je ne me suis jamais senti militant de la cause homosexuelle. Je n'ai jamais adhéré à une association homosexuelle. Je n'ai jamais défilé à la marche des fiertés. Mais je me suis senti si meurtri, si blessé par des paroles et des actes d'une violence complètement dingue que je me suis dit qu'il fallait que je bouge, que je fasse quelque chose. Il est dans mes références d'éducateur populaire une figure qui guide ma pratique tant personnelle que professionnelle. Paulo Freire, c'était un pédagogue sud-américain qui a lutté toute sa vie pour créer les conditions d'une transformation sociale. Dans des ateliers d'illettrisme, il essayait de faire bouger les choses et il disait que c'est aux opprimés de se libérer de leur situation d'oppression. Mais il dit aussi que c'est à ces opprimés de libérer leurs oppresseurs. Parce que jamais les dominants ne détruiront les conditions de la domination. Eh bien, pour ma part, cette conférence gesticulée en est le premier acte. La troisième raison découle des deux premières. Avec mes moyens, à mon échelle, je souhaite faire bouger cette société hétéronormée et sexiste qui a trop tendance à broyer les plus faibles plutôt que de les protéger, de s'occuper d'eux et de garantir leurs droits. C'est tout d'abord faire prendre conscience que les petites phrases assassines du type « on n'est pas des PD » ou « un homme ça ne pleure pas » sont assez dévastatrices quand on se découvre différent. Et puis, c'est aussi faire prendre conscience que la société française est basée sur une contradiction profonde. La valeur égalité est inscrite dans notre Constitution aux côtés de liberté, fraternité. Nous revendiquons haut et fort la paternité des droits de l'homme, dont le premier article de la Déclaration dit ceci. Tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Libres et égaux. Nous avons supprimé l'homosexualité des maladies mentales, et être homosexuel ou lesbienne n'est plus un crime, un délit. Mais jusque-là, et certains s'en défendent encore aujourd'hui, les homosexuels n'avaient pas accès au droit fondamental qu'est le mariage. Et là, la contradiction me semble évidente. Je veux ici reprendre les paroles de Louis-Georges Tin, le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Il est aussi le fondateur de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il fut un temps où les Noirs ne pouvaient pas se marier avec les Blancs. Était-ce du racisme? Je le crois. En Allemagne, à une certaine époque, les Juifs ne pouvaient pas se marier avec des non-Juifs. Était-ce de l'antisémitisme? Je le crois. Encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, les femmes ne peuvent pas se marier librement. Est-ce du sexisme? Je le crois. En France, et dans beaucoup d'autres pays du monde, jusqu'ici les homosexuels ne pouvaient pas se marier. Est-ce de l'homophobie? Oui, je le crois. Car au cœur de tous ces états de fait, il n'y a qu'une seule chose, le refus de l'égalité. Alors oui,
Oui, j'étais pour et je salue le vote de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Parce que c'est une véritable avancée vers l'égalité des droits. Cette loi permet à quiconque, quelle que soit son orientation sexuelle, de choisir de se marier ou non. Et elle permet de légitimer nombre de couples homosexuels, de familles homoparentales, et de garantir leurs droits en cas de décès de l'un ou de l'autre des conjoints, des parents. Tom et Shane sont en couple depuis 6 ans. Ils ont décidé de se marier dès que le mariage homosexuel sera légalisé en Californie. Ils ont ensemble créé leur entreprise, construit leur maison, mais aussi fait le tour du monde. Pourtant, la famille de Tom n'a jamais accepté l'homosexualité de leur fils. D'ailleurs, son père l'a violemment agressé lors d'une réunion de famille. Le 7 mai 2011, Tom tombe accidentellement du toit d'un immeuble et meurt. Dès lors, sa famille n'aura de cesse que de gommer l'existence de Shane. Ils emportent le corps de Tom dans l'Indiana, emmènent avec eux toutes ses affaires et interdisent à Shane l'accès aux funérailles sous la menace. Dans le même temps, l'administration américaine refusera à Shane l'accès à l'héritage, ainsi qu'aux informations concernant le décès de son compagnon. Puisque Tom et Shane n'ont pas fait de testament, ils sont considérés comme de simples colocataires, et non comme un couple. Si Tom et Shane avaient pu se marier, tout aurait été très différent. Mais il me faut faire une pause dans la conférence pour indiquer ici, à droite, à votre droite, comme à la télévision, un rond blanc avec un moins de 18 ans à l'intérieur. Et puis, on mettrait aussi un bandeau pour indiquer que la suite de la conférence s'adresse à un public averti. Alors, je vous avertis, public, que la suite de la conférence va être peut-être un petit peu plus provocante, voire choquante. J'invite les plus jeunes et les plus fragiles à fermer les yeux. Et pour les autres, je vous propose de continuer. Ces photos sont d'Olivier Sciappa pour une exposition qu'il a appelée « Les couples imaginaires, un regard apaisé sur l'homosexualité ». Sont-elles provocantes? Choquantes? Voire pornographiques? Non. Assurément non. Ces photos montrent des couples réels comme celui-là, ou imaginaires comme le précédent. Des couples qui s'aiment, qui sont tendres, sensuels, qui sont complices, amoureux. Le 7 juin 2013, les photos sont lacérées au niveau du visage et laissées là devant la mairie du 3e arrondissement de Paris, là, dans la rue. L'exposition est intégralement détruite à quelques jours de son vernissage. C'est là l'expression de 2 avocats d'extrême droite
qui ne veulent pas que l'on montre la réalité du bonheur de couples homosexuels ou de familles homoparentales. Et ça s'est reproduit à Toulouse en 2015. Les photos sont taguées, lacérées, découpées. L'exposition sera réinstallée une deuxième fois. Là encore, les photos seront taguées, lacérées, découpées. La mairie de Toulouse et le photographe décideront de réinstaller l'exposition une troisième fois avec des photos encore plus grandes et dans un lieu de passage encore plus grand. Mais je vous présente Wilfred. Dans la nuit, alors qu'il rentre d'une soirée entre amis, Wilfred et son compagnon sont pris à partie dans la rue à Paris et sont très violemment agressés parce qu'ils sont homosexuels. Et certains justifient cette agression parce que ce couple se tenait par la main dans la rue et que c'était là une provocation à l'égard des hétérosexuels. Un peu comme on reproche à des femmes victimes de viol d'avoir provoqué leur agresseur en mettant une tenue un petit peu trop affriolante, une jupe tellement courte que c'en était un appel au viol. Eh bien ça s'appelle accuser les victimes. Premièrement, les partisans du mariage homosexuel n'ont provoqué personne. Nous avons juste demandé une liberté accordée aux autres. Et deuxièmement, quand bien même ces accusateurs ont eu la fausse impression que ces homosexuels les ont provoqués, cela ne leur donnait ni le droit, ni la légitimité de les tabasser, de les agresser. Parce que ça s'appelle faire justice soi-même. Et sur des faits non avérés en plus. Et moi, ça me semble assez peu compatible avec une démocratie de se faire justice soi-même. Non. Lors d'un sondage commandité en 2013, un sondage commandité par l'Agence européenne des droits fondamentaux, près des 2/3 des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, près des 2/3 donc, disent ne pas oser prendre leur compagne ou compagnon dans la rue par la main, par peur des violences. Les homosexuels sont près des 3/4 à répondre donner cette réponse-là. Eh bien, on peut dire que l'agression de Wilfred et de son compagnon vient de leur donner raison. Pour ma part, en avril 2013, je rencontrais deux hommes, deux amis. L'un est homosexuel, l'autre est hétérosexuel. Dans la conversation, le premier m'a expliqué que bien qu'il s'assume pleinement depuis de nombreuses années, il ne peut toujours pas aujourd'hui montrer ses sentiments envers son compagnon dans la rue. Il ne peut pas l'embrasser, l'enlacer ou le tenir par la main. À ce moment-là, l'autre, l'hétérosexuel, m'a expliqué que
la première fois qu'ils avaient eu cette conversation ensemble, il avait été très surpris. Parce que lui, l'hétérosexuel, ne s'était jamais posé la question. Lui, quand il a envie de prendre sa compagne par la main, il le fait. C'est tout. Quand il a envie de l'embrasser ou de l'enlacer, il le fait. C'est tout. Et ce jour-là, il avait pris conscience du privilège qu'il a à être hétérosexuel. Parce que ce jour-là, il a compris le contrôle de soi permanent dont doivent faire preuve les homosexuels ou les lesbiennes pour éviter les insultes, les agressions ou les violences. Et moi, c'est en 2015 que j'ai eu une sorte de révélation. J'étais allé à Toulouse présenter cette conférence gesticulée. Et le lendemain de la représentation, après avoir mangé au restaurant, je décide de sortir sur les quais de la Garonne. Il faisait plutôt beau, plutôt chaud. Il y avait beaucoup de gens, là. Et en commençant la balade, j'ai croisé beaucoup de couples. D'hommes et de femmes ensemble. De jeunes, de moins jeunes. Ils s'embrassaient, ils se tenaient par la main, ils se serraient fort dans les bras l'un de l'autre. Et là, moi, c'est monté un peu par les pieds. Et c'était un peu comme une bouffée de chaleur, en fait. Et je me suis senti à Hétéroland. Hétéroland. Ouais, parce que ça, moi, ça m'est interdit. Ou sinon, moi, je prends le risque de me faire insulter ou de me faire casser la gueule. Ouais. Si je veux prendre mon compagnon dans la main, par la main, si je veux l'embrasser dans la rue, immédiatement, je peux me faire casser la gueule. Donc, c'est vraiment Hétéroland. Ouais. Il faut dire que l'adoption de la loi, même si on en est content, c'est une victoire un peu amère. Parce qu'elle s'est inscrite dans un contexte d'homophobie décomplexée. Nous avons vu déferler dans les rues, dans les médias, sur Internet, des paroles particulièrement violentes. Sur Twitter, par exemple, où les tweetos se sont particulièrement lâchés sur les hashtags « si mon fils est gay » ou « un gay mort ». Le 12 avril 2013, le jour du vote de la loi mariage pour tous, le dernier vote solennel, un tweetos mettait en ligne ce message. Projet de loi sur le mariage pour tous adopté, j'appelle clairement à la violence et à la haine, tue un gay, protège l'avenir. Je vous propose un petit jeu maintenant. Je propose de choisir un slogan de la manif pour tous et de changer certains mots. Par exemple, prenons ce slogan. La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Je propose d'enlever le mot homosexuel et de le remplacer par noir, par juif, par arabe. Depuis quelque temps, je mets aussi le mot musulman. Et puis femme aussi. On va essayer. La France a besoin d'enfants, pas de noirs, pas de juifs, pas d'arabes, pas de musulmans et pas de femmes. Ben si, les femmes on en a besoin pour faire des gosses et pour s'en occuper en plus à la maison. Ouais. C'est marrant comme une phrase, quand on change certains mots, ça prend un autre sens un peu plus râpeux, désagréable. Mais, à part ça, ils sont pas homophobes.
Non. De là à accepter de voir deux hommes s'embrasser dans la rue, il n'y a qu'un pas qu'ils ne sauraient franchir. Deux femmes, ça oui, parce que c'est un grand fantasme masculin. N'est-ce pas? Les deux hommes. Berk. Bon, clairement, c'est le moment générationnel de la conférence. Certains reconnaissent, d'autres pas du tout. Alors pour tout le monde, on va se redire que c'est Walk on the Wild Side de Lou Reed. Et je vais être clair, j'étais pas fan de Lou Reed. Je crois que je connais que 2 ou 3 chansons de son répertoire, dont celle-là, parce que c'est quand même l'une des plus connues. Mais au-delà de ça, je voulais vous en parler parce que Lou Reed, qui est décédé il y a 3 ans et demi maintenant, je crois, j'ai découvert en fait que sinon qu'il était homosexuel, il se disait bisexuel. C'est pas ça l'essentiel, mais surtout, j'ai découvert qu'à 17 ans, il avait subi des séances d'électrochoc pour le soigner de ses penchants homosexuels. C'était un traitement souvent prodigué par les médecins, demandé par la famille, les parents. Et Lou Reed a parlé des pertes de mémoire et de la violence du traitement dans une chanson qu'il a appelée « Kill Your Sons », « Tuez vos fils ». Alors vous l'aurez peut-être compris, mais cette conférence gesticulée est le récit de mes prises de conscience successives. Et la dernière a eu lieu pendant que je préparais la conférence. Jusque-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sentais anormal, inférieur. Et puis les lectures que j'ai pu faire, quand j'ai découvert des documentaires, quand là aussi j'ai discuté avec les uns et les autres, en fait tout cela, ça m'a fait comprendre qu'en fait tout était fait dans la société pour que je me sente anormal et inférieur. Ouais, je m'explique. Nous recevons tous sans cesse des messages nous assignant un rôle, nous mettant dans une case. C'est des messages sous la forme d'injonction à être hétérosexuel. Et je vous propose d'écouter l'un de ces messages avec Christine Boutin, ancienne ministre de la République. Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique Avec ceux qui la font. Christine Boutin, vous revenez sur les genres dans votre livre, Les insolences de Christine Boutin. Je cite, « Les femmes ont besoin de vrais hommes et pas des guimauves féminisés. » Oui, absolument. Oui, oui. Moi, je pense que les femmes ont besoin d'hommes, oui, de vrais hommes. C'est quoi un vrai homme? C'est un vrai homme. C'est un homme qui est puissant, qui a de la force. Moi, par exemple, je suis curieux, suis-je un vrai homme, Christine Boutin, ou suis-je une guimauve féminisée? Je n'en sais rien, je ne sais pas, je n'en sais rien. Il y a une telle différence d'âge entre nous que c'est difficile de vous répondre. Bah, vous pouvez le savoir quand même, il suffit. Non, mais apparemment, oui, enfin j'en sais rien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je suis un peu agacée de voir, mais ça aussi c'est une affaire économique libérale, de voir les hommes se mettre de la crème, qu'on leur propose des produits pour avoir une peau fine, enfin etc. Tous ces produits, on voit les hommes s'épiler, enfin voilà. Moi je trouve, moi j'aime bien un homme qui est viril. Le brunch média Sud Radio. Donc un homme se doit d'être viril.
masculin, dominant, puissant, être un mâle, un vrai, quoi. Ouais. Alors qu'une femme se doit d'être féminine, sensuelle, maquillée, mais pas trop, parce que sinon ça fait pute, hein. Et elle doit aussi être un petit peu soumise. Et ceux qui ne rentrent pas dans cette case-là sont montrés du doigt, sont moqués, voire violentés. Soyons clairs. Les mots pédé ou gouine ne sont pas seulement des paroles pour dire ce que je suis, pour me décrire. Non. Ces paroles, elles sont là pour dire à tous ceux qui les entendent: quel pédé, quelle pédale, quelle tafiole, quelle tapette il ne faut pas être. Ces mots sont là pour rappeler quelle est la bonne norme: être hétérosexuel. Et d'ailleurs, il y a plusieurs mois, c'était dans le cadre d'une élection présidentielle, un ancien président de la République lançait lors d'un meeting national: je n'ai rien contre les homosexuels, et d'ailleurs ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher, mais de là à se marier. Mais que me dit-il là? Sinon que je dois rester couché, caché, que je dois invisibiliser toute une partie de ma vie, de moi. Je disais tout à l'heure que je n'ai jamais été militant de la cause homosexuelle. Et pourtant aujourd'hui je comprends les paroles d'Harvey Milk. C'est lui. C'est le premier élu ouvertement gay dans des instances municipales aux États-Unis. C'était à San Francisco. Dans son combat pour les droits civiques des homosexuels, il disait ceci: si nous voulons convaincre les 90% de se soucier de nous, les 10%, nous devons leur apprendre qui nous sommes. Tout le monde doit sortir du placard, à travers tout l'État, partout où ils vivent. Il faut sortir tous les gays, avocats, enseignants, docteurs, conducteurs. Il faut qu'on sorte du ghetto. Parce que nous changerons les mentalités si les 90% apprennent qu'ils connaissent l'un d'entre nous, les 10%. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I've chasing old ideas. It doesn't matter here. Maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. Don't you know that it's only fair? I wouldn't worry, you have all your life. I've heard it takes some time to get you right. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter here. Maybe we are. Maybe I'm wasting my young years.
Maybe we are. Maybe I've wasted my young years. I don't know what you are. Don't leave me hanging on. Don't know what you are. Don't leave me hanging on. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous le texte d'un jeune interne en médecine. Il s'appelle le docteur Baptiste Beaulieu et il a écrit cet édito pour un journal en ligne. L'estime de soi, la confiance en soi sont des processus psychologiques qui se construisent pas à pas. C'est compliqué, un adolescent. Tout en creux, en plaie et en bosse. Souvent mal dans sa peau et fragile. Une vraie éponge, très influençable. Avec des désirs compliqués, parfois jugés honteux. Et des pulsions aussi, parfois morbides. L'autre nuit, j'ai consolé un gamin qui voulait mourir parce qu'il aimait les garçons. Il y avait une dame de la manif, elle disait aux journalistes que j'étais pédophile. Une fois par an, les enfants de nos villes peuvent regarder derrière leurs fenêtres et voir des femmes et des hommes, nombreux, différents, dansant et chantant. La Gay Pride est importante, pas seulement pour ceux qui sont en bas et qui défilent. Elle est importante pour ceux qui sont en haut, pour nos ados. Elle est là pour leur apporter des messages différents de la France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Ces messages portés par cette foule différente disent ceci. N'aie pas peur. Qui que tu sois, n'aie pas peur. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Ce que tu es et qui tu aimes n'est pas grave. Seule la mort est grave, petit. Alors, vous croyez que nous les avons aidés ces derniers mois à s'accepter, à prendre confiance en eux, à éprouver de l'estime pour ce qu'ils sont? Vous croyez que nous les avons aidés à grandir, à s'épanouir, à être heureux? On se dit adulte, citoyen, père, mère, on manifeste, on dit vouloir défendre des valeurs, protéger nos enfants. Des choses terribles ont été dites sur l'homosexualité. Vous voulez savoir une chose? Elles ont été entendues par nos enfants. Parmi ceux-ci, certains se cherchent et ne savent pas encore qui ils sont. Honte à nous tous. Honte pour notre incapacité d'adultes à mener un débat apaisé sur la question. Et des gosses meurent tous les jours à cause de ça. Ils avaient 13, 14 ou 15 ans. Elles aimaient les filles. Ils aimaient les garçons. Ils se sont suicidés. Ils aimaient. Alors moi aussi, comme le docteur Baptiste Beaulieu, je pense aujourd'hui que la Gay Pride est importante. Et j'irai défiler. Pas parce que je suis homosexuel ou que j'aurais pu être bisexuel, lesbienne, hétérosexuel ou transgenre. J'irai défiler pour ce gamin qui a pleuré l'autre jour dans la nuit, dans ses bras. J'irai pour nos adolescentes et nos adolescents, pour leur dire de ne pas avoir peur, qu'ils ne sont pas tout seuls. Et pour leur dire aussi que ça n'est pas grave d'aimer. J'irai pour dire à tous que nous sommes des citoyens comme les autres et que personne n'a à distinguer notre orientation sexuelle, pas plus que notre sexe ou notre couleur de peau, et en faire un marqueur de notre personnalité. Non. J'irai
pour leur dire que nous sommes pleinement des citoyens comme les autres. Parce que laisser planer l'idée qu'il existe plusieurs types de citoyens, ça me semble extrêmement dangereux. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays, qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leur mystère, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Alors merci madame. Merci pour ce discours ô combien important, au point qu'il ait fait pleurer nombre d'homosexuels de 20, 40 ou 70 ans. Un discours qui nous était nécessaire, une loi qui nous était nécessaire pour nous sentir des citoyens comme les autres. Je veux remercier cette femme politique, noire, originaire de Guyane, qui a su défendre ce projet de loi ambitieux contre des réfractaires de droite, mais aussi contre des indécis de sa majorité gouvernementale. Alors, vraiment, merci madame. On ne peut pas trouver un seul mot de ma part qui ait pu être un mot de mépris, qui ait pu être un mot de rejet. J'ai défendu, j'ai protégé, j'ai expliqué. Et pourtant, j'ai reçu à longueur de temps du macaque, casse-toi, dégage, fous le camp chez toi, espèce de guenon. La banane, c'est pour la guenon. Retourne dans ton arbre. Vous n'avez rien dit, c'est Qui a été humilié? Qui a été humilié? Les personnes homosexuelles qui ont subi des agressions verbales et physiques. Qui a été humilié? Les enfants qu'on a traités d'enfants Playmobil. Qui a été humilié? Elle était où l'humiliation? Lorsqu'un seul type de famille était validé, lorsque la seule forme légitime de faire famille dans cette société était déclarée, celle avec une maman, un papa, une petite fille, un petit garçon. Combien de milliers, de millions de familles ont été humiliées parce qu'elles ne correspondent pas à ce modèle-là? Et au moment de clore cette conférence, j'ai une pensée émue pour Albert Jacquard, généticien et grand humaniste français qui s'est éteint il y a 3 ans maintenant. J'ai eu la chance, la très grande chance de le rencontrer. Et je me souviens à ce moment précis d'une parole particulièrement forte. L'être humain est le fruit du hasard, le fruit de la rencontre entre 2 gamètes issus d'un homme et d'une femme. Ces gamètes portent les gènes eux-mêmes choisis par hasard. Alors quand un ovule rencontre un spermatozoïde, eh bien là aussi c'est le fruit du hasard.
En cela, nous sommes tous différents. Nous sommes tous singuliers. Nous sommes tous des merveilles, disait-il. Vous êtes tous des merveilles.